Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation. Rosa Cetro, Lorella Cini. Université de Pise. Le phénomène appelé dans les médias aujourd'hui « fake news » peut être désigné par d'autres vocables qui ne sont sans doute pas tous équivalents. Dans la recommandation publiée dans le journal officiel du 4 octobre 2018, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, DGLF-LF, propose d'utiliser des expressions françaises de sens équivalent. Il nous semble intéressant pour cerner la problématique de citer dans le détail le texte de cette recommandation. Portée par l'essor des médias sur la toile et l'activité des réseaux sociaux, l'expression anglo-saxonne fake news, qui désigne un ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public, a rapidement prospéré en français. Lorsqu'il s'agit de désigner une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue par exemple pour favoriser un parti politique au détriment d'un autre, pour entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie, on pourra recourir au terme information fallacieuse ou au néologisme infox, forgé à partir des mots information et intoxication. On pourra aussi, notamment dans un cadre juridique, utiliser les termes nouvelle fausse, fausse nouvelle, information fausse ou fausse information. En tout état de cause, la Commission d'enrichissement de la langue française recommande l'emploi, au lieu de fake news, de l'un de ces termes, choisi en fonction du contexte. Par une heureuse coïncidence, à la même date de la publication de cette recommandation de la DGLF-LF, nous avons inauguré la première de 2 journées d'études tenues à l'Université de Pise consacrées à l'analyse du phénomène de la désinformation au prisme des sciences du langage. Ce volume recueille une sélection des contributions présentées lors de cette rencontre, à laquelle s'ajoutent aussi des contributions inédites, réparties en 3 sections. Ce qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui fake news n'est pas un concept clairement défini, mais une sorte de prénotion toujours connotée négativement, et ce, malgré la tentative de la part de scientifiques du XIXe siècle d'établir à partir d'expériences empiriques la manière dont se propage la rumeur. Il s'agissait alors d'essayer de l'endiguer ou du moins de la réglementer. La rumeur est sans doute l'ancêtre de l'intox, c'est pourquoi ce serait une erreur d'imputer au succès des nouveaux médias sociaux la recrudescence de ce phénomène et la propagation de ces informations douteuses, bien qu'Internet soit le médium rêvé de la rumeur. Froissart, 2002/201. D'autres parasynonymes de intox ou fake news, tout autant polysémiques, ont pu être relevés dans le langage ordinaire. Rumeur, mensonge, faits alternatifs, contre-vérité, hoax et pourquoi pas commérage. Quel que soit le terme employé pour se référer à ce phénomène, il est indubitable que ce dernier, et les débats qu'il suscite, recèlent des enjeux sociaux, politiques et économiques d'envergure. Sans doute est-il également important de définir préalablement ce qu'est alors une nouvelle, une information, et pourrait-on ajouter une information vraie, entendue comme information crédible ou authentique. Ce dernier questionnement en entraîne un autre. Comment saisir la réalité des faits, leur véracité, peut-être leur vérité? Les contributions de la première partie du volume se proposent d'éclairer, à travers l'analyse des discours et des contre-discours, les enjeux susceptibles de mettre au jour la manipulation de l'information. Le réel est appréhendé, nous dit Julien Longhi, par une mise en discours qui témoigne d'un processus d'idéologisation. Celui-ci se construit entre autres par des figures rhétoriques telles que les amalgames dont on pourrait citer un exemple parmi d'autres, la volontaire confusion entre islamique et islamiste, au cours des dernières campagnes électorales de la droite et de l'extrême droite en France. De même, s'il est possible d'établir une vérité, et non pas la vérité, celle-ci sera d'abord soumise aux tergiversations des enjeux du pouvoir. Ainsi François Alarue-Vert nous expose, à l'occasion des révélations des Portier Papers, comment s'articule une controverse scientifique médiatique sur fond de guerre du faux, provoquant de virulentes polémiques entre les promoteurs de campagnes de communication des lobbies concernés et les enquêtes journalistiques s'appuyant sur des résultats d'expertise. Si l'on peut démontrer ou attester une vérité historique, une vérité scientifique, une vérité judiciaire, il est plus malaisé d'établir une vérité des faits dans l'actualité, car celle-ci est instable et en prise avec les enjeux de pouvoir, c'est-à-dire les tensions entre groupes sociaux HE accent aigu GE accent aigu monique ou subalternes.
L'information est prise dans le flux de la circulation des discours par lesquels elle acquiert progressivement une forme sémantique, dans le cadre contextuel plus large du récit où elle s'exprime. Quelques études de cas ont montré comment certains processus de résémantisation et de renomination pouvaient servir à la transmission de fausses informations, ou du moins d'informations biaisées, susceptibles d'orienter l'opinion publique. Tel est le cas de Marek Stein, qui montre comment le passage de l'expression gaz de couche au vocable grisou, chargé de sens par la mémoire collective, dans les discours d'une grande entreprise de forage en Lorraine relayée par les médias traditionnels, est en réalité destiné à faire admettre des prospections invasives et polluantes. L'ampleur du phénomène des fausses informations a également engendré des réactions de la part des journalistes, travaillant surtout dans la presse traditionnelle, qui se sont engagés dans une véritable lutte contre la désinformation censée circuler sur Internet. Un exemple est représenté par les rubriques de ce que l'on appelle le fact-checking, qui se constituent comme des contre-discours visant à déconstruire ces fausses informations, comme la rubrique du quotidien allemand Der Spiegel examinée par Dominique Dias. Il s'agit ici d'un métadiscours qui fait apparaître certaines caractéristiques linguistiques telles que des phraséologies qui réassurent la valeur de vérité de l'énoncé, ce que je dis est vrai, des routines journalistiques, une construction argumentative stéréotypée. Les tentatives de mettre en place un contre-discours pédagogique chargé de neutraliser le pouvoir délétère des infox chez les jeunes sur les réseaux sociaux peuvent aussi prendre d'autres formes qui convoquent en particulier l'argument d'autorité de la voix de l'expert. Tel est le cas, par exemple, de la BD Fred se méfie des fausses infos, analysée par Sylvia Modena. Les discours produits sur la toile suscitent de la méfiance, surtout lorsqu'ils concernent des sujets sensibles comme la santé. En s'appuyant sur un corpus de messages postés par des patients atteints de cancer sur des forums de discussion, Valérie Delavigne montre que l'information médicale relayée sur ces espaces virtuels reste hautement spécialisée. L'emploi des infox dans la guerre économique, Arbulot, 2016/96, ne date pas d'aujourd'hui, mais la visibilité et la rapidité de propagation des fausses informations sur les réseaux sociaux amplifient les répercussions néfastes pour les entreprises, comme en témoignent les études de cas examinées par Alessandra Rollo, qui concernent le colosse Vinci et la compagnie aérienne Air France. Les contributions de la deuxième partie interrogent le rapport de continuité entre propagande et information fallacieuse sur deux terrains, la politique et la religion. La partie s'ouvre et se ferme sur le même sujet, abordé sous deux perspectives différentes. La communication polémique de Donald Trump sur Twitter, dans laquelle l'emploi de l'expression « fake news » revêt un rôle crucial. Laura Calabrese, Pascal Froissart et Geoffrey Gaspard font une analyse quantitative des occurrences de l'expression et du répertoire lexical du président américain dans un corpus de tweets et mettent en évidence des processus de décrédibilisation systématique des médias. Mélanie Gantier, quant à elle, souligne comment l'utilisation de Twitter permet à Trump de créer un lien direct avec ses followers et d'assumer ainsi une posture de vérité, renforcée par l'emploi de stratégies discursives qui contribuent à bâtir un discours émotionnellement négatif. Pour éviter de tomber dans le piège de la polarisation entre le vrai et le fake, ne faudrait-il pas introduire des notions intermédiaires telles que information, malinformation, désinformation, comme le font Nolwenn Lorenzi-Bailly et Claudine Morse dans leur étude sur les discours de propagande et de radicalisation diffusée dans la revue Dar al-Islam? Dans ces discours, la composante intentionnelle malveillante de l'énonciateur serait à prendre en compte. En tout état de cause, la posture de l'énonciateur d'une part et les conséquences parfois tragiques sur les prises de décision des différents acteurs sociaux d'autre part, sont des éléments pertinents qui aident à circonscrire les effets pragmatiques que l'on peut accorder à toute fausse nouvelle. La violence de la propagande a caractérisé le débat public du dernier siècle. Dès le début du XXe siècle, des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux se sont servis des revues comme outils de propagande. C'est le cas des bulletins de guerre, 1914 à 1917, de l'Alliance française, dont Alice Burroughs relève le glissement de la propagande de soutien à l'effort français de guerre vers une désinformation clairement identifiable dans la mise en place d'une théorie conspirationniste. Une autre question émerge de ces contributions. Peut-on identifier par des signes linguistiques ou des traces énonciatives ce qu'est une information fallacieuse, une fausse nouvelle, etc.
À cela, il est bien difficile de répondre. Il existe très souvent une certaine cohérence et une forte cohésion interne à la logique argumentative développée, et on ne peut donc pas arguer de leur irrationalité. Alida Maria Sietti étudie comment la monstration des sondages et des chiffres dans les campagnes électorales de certains partis d'extrême droite semble constituer une preuve des faits allégués, alors qu'ils sont indéniablement réfutables et réfutés par ailleurs. De même, la citation et la mention des sources peuvent être présentes et exactes, mais c'est par la décontextualisation systématique ou l'effacement des sources énonciatives que l'information devient une intox. Camilla Oulepsir montre, à travers les différentes modalités aspectuelles autour de la formule 5e mandat, comment une rumeur se transforme en information officieuse puis en information attestée, en particulier dans les titres de la presse algérienne lors de la candidature, d'abord envisagée, puis imposée par les instances politiques, du président Abdelaziz Bouteflika. Les contributions de la troisième partie s'intéressent aux rapports existants entre les informations fallacieuses et l'imaginaire complotiste, conspirationniste. Devenu de plus en plus flou, la limite entre le vrai et le faux contribue à instaurer un climat de scepticisme généralisé. Aron et Cognard 2014, dans lequel foisonnent les théories du complot pouvant varier sur une vaste gamme de sujets, politiques, économiques, scientifiques, technologiques. Ainsi, au cours du temps, le mot complot semble être passé d'une dimension individuelle et privée à une dimension collective et globale, véhiculant une connotation de menace pour l'humanité. C'est le résultat auquel parvient la rétrospective lexicographique opérée par Rosa Cetro sur le terme complot, et dans une moindre mesure sur son synonyme conspiration, dans un corpus de dictionnaire du français allant du XVIIe siècle à nos jours. De la diffusion de fausses informations à celle des théories conspirationnistes, les processus de mise en discours d'un récit mensonger procèdent d'une démarche similaire. En étudiant la théorie conspirationniste du grand remplacement, Francesco Atruia et Lorella Cini ont pu relever certaines figures argumentatives pertinentes, en particulier le retournement argumentatif, que les anglo-saxons appellent le victim perpetrator reversé, typique des thèses complotistes. Certaines dénominations particulières, les amalgames, relèvent aussi, remarque-t-on, d'une opération délibérée de désinformation. On remarquera que ces théories constituent de plus en plus souvent des ressorts dramatiques dans la fiction littéraire ou cinématographique, et que leurs mises en scène discursives et narratives sont en tout point semblables à ce qui se passe dans l'actualité, en particulier si on se réfère au principe illustré par Taguieff en 2006, la figure du héros prométhéen et solitaire, bravant les forces occultes et révélant finalement une vérité que on voulait garder secrète, comme le met en évidence Clémentine Hougue. En conclusion, ces 2 journées ont permis de soulever un certain nombre de questionnements. Est-il possible de saisir la circulation et la propagation de la rumeur et autres fausses nouvelles, dont le parcours est par essence changeant et mouvant, leur apparition étant même parfois sporadique? Comment identifier l'objet fake news, intox, infox, désinformation, contre-vérité, rumeur, etc., si ce n'est en analysant l'usage linguistique que l'on fait de ces vocables dans les discours et en les distinguant de l'information fiable et attestée présentée dans un contre-discours qui, lui, décryptera leurs intentions présupposées ainsi que leur idéologie implicite? Si le linguiste doit assumer un rôle dans la société civile, ce n'est certainement pas celui du juge moralisateur. De même, il est dans l'impossibilité de distinguer un discours vrai d'un discours mensonger. En revanche, il est de son devoir et de son pouvoir de mettre au jour des dysfonctionnements tels que certains procédés fallacieux dans l'argumentation. Coren 2013. Les discours qui ont été analysés, souvent polémiques, sous-entendent la controverse entre acteurs sociaux, à partir de laquelle peut émerger une vérité, celle qui qualifie les faits de têtus, celle qui influera peut-être sur l'opinion publique, amenée à prendre des décisions dans la cité que nous souhaitons les plus éclairées possibles et dans lesquelles les sciences du langage pourraient avoir leur mot à dire. Partie 1. Enjeux sociaux, discours et contre-discours. Sémantique du discours et processus d'idéologisation. Comment cartographier l'information et caractériser la désinformation? Julien Longhi. Université de Cergy-Pontoise. UF. Résumé. Le sujet des fake news a connu récemment une grande popularité,
Pourtant, le traitement médiatique qui en est fait reste en général assez superficiel, et le sujet est souvent abordé du point de vue de la véracité de l'information. Cet article met en avant la dimension discursive des fake news. Il aborde cette problématique non pas selon une perspective du vrai-faux, mais plutôt selon une prise en compte des processus de mise en discours de l'information, de sa prise en charge et de sa construction. Dans un premier temps, les enjeux d'une prise en compte linguistique de ce sujet sont explicités, en convoquant notamment des récents écrits de Lakoff sur les fake news. Celles-ci sont alors appréhendées comme des objets discursifs, illustrés à travers 2 études de cas qui témoignent de la nécessité d'une prise en compte linguistique et discursive de ce sujet. Mots-clés, discours, prise en charge, objet discursif, processus de mise en discours. Abstract. The subject of the fake is generally rather superficial, and the subject is often analyzed from the point of view of the veracity of the information. This article highlights the discursive dimension of fake news. TT addresses this issue not from a perspective of true-false, but rather by taking into account the processes of discourse information and its construction. First, the issue of a linguistic consideration of this subject are explained, according to the recent papers of Lakoff about fake news. Then, they are analyzed as discursive objects, which are illustrated through 2 examples that show the linguistic and discursive consideration. Keywords, discourse, enunciation, discursive object, processes of discourse. Introduction. Le sujet des fake news a connu récemment une grande popularité, et de nombreux articles, reportages, voire événements scientifiques se sont saisis de ce sujet. Pourtant, le traitement médiatique qui en est fait reste en général assez superficiel, et le sujet est souvent abordé du point de vue de la véracité de l'information. L'originalité du colloque, fake news, rumeur, intox. Stratégie et visée discursive de la désinformation, qui s'est déroulée à l'Université de Pise les 4 et 5 octobre 2018, a été de prendre en considération le phénomène de l'intox au prisme des sciences du langage. Dans cette contribution, nous souhaitons mettre en avant la dimension discursive que nous considérons comme primordiale dès lors que l'on s'intéresse aux fake news. Nous souhaitons donc aborder cette problématique non pas selon une perspective du vrai-faux, mais plutôt selon une prise en compte des processus de mise en discours de l'information, de prise en charge et de construction de la réalité sociale ou des référents. Pour cela, nous présenterons dans un premier temps les enjeux d'une prise en compte linguistique de ce sujet, en convoquant notamment des récents écrits de Georges Lakoff sur les fake news. Nous proposerons alors de prendre en compte les fake news comme des objets discursifs, et proposerons 2 études de cas qui témoignent de la nécessité d'une prise en compte linguistique et discursive de ce sujet. 1. Fake news, problème informationnel ou discursif. La question initiale qui se pose concerne donc le rapport entre information et vérité, et la manière dont l'adjectif fake peut être, ou ne pas être, utilisé pour qualifier certaines informations. Un point de départ intéressant pour aborder ce sujet est le sandwich de vérité proposé par Georges Lakoff. 1.1. Le sandwich de vérité. Dans un article du Guardian de juin 2018, Lakoff et Durand indiquent que Trump has turned words into weapons. And is winning the linguistic war, en précisant que language can shape the way we think. Il utilise en effet plusieurs techniques. Et weaponize words, le fait de marteler des termes, notamment des critiques, voire des termes insultants, crée par effet de répétition, de reprise, de viralité, un fond discursif qui reste présent dans le discours politique médiatique auquel sont soumis les citoyens. Trump also use strategic name calling. Par exemple, il répète Spygate, qui caractérise faussement le FBI comme un espion. La bonne formulation aurait été Russian Spygate. Il s'agit donc de l'usage de certains termes de manière inexacte par rapport aux référents qu'ils visent, et cette inexactitude est stratégique, car les mots employés donnent une représentation différente de la réalité. Il utilise aussi des exemples saillants, Sally exemplars, notamment des cas individuels très médiatisés, avec une large médiatisation, et procède par généralisation pour faire croire que l'exemple particulier s'applique à un ensemble complet. Il les transforme en stéréotypes armés. Il définit ainsi des groupes entiers en tant que menteurs, violeurs, terroristes, ou présente les services secrets comme des agents de la corruption. Qualifications stratégiques, nominations argumentatives,
amalgame et généralisation, on se rend compte que le sandwich de vérité complexifie l'appréhension des fake news. Face à cette première présentation sous un angle linguistique des fake news, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de considérer la véracité des faits qui sont transmis pour bien comprendre cette problématique. Il s'agit de considérer la manière dont le réel est mis en discours, montré et perçu. Et dans certains cas, il s'agit de comprendre comment le discours donne une vision partielle, tronquée ou polémique de ce réel. 1.2. Distorsion du réel, sens, idéologie, perception. Le réel, tel qu'il est présenté dans les discours de Trump et plus généralement dans les usages rhétoriques des discours, est à la fois lié à un certain sens attribué aux phénomènes, aux choses, aux événements. Ce sens est lié à certaines idéologies qui modifient la perception même du réel. Ainsi, comme le propose Danielle Kurtzleben, une journaliste politique, With Fake News, Trump move from alternative fact to alternative language, 2017. Now Trump has stolen favorable news coverage à fake news. Ellen one tweet, and even went so far as to say that any negative polls are fake news. And many of his supporters have picked up and run with this new definition. A linguist, University of California, Berkeley professor George Lakoff is one of the few people in the world who can truthfully say things like, "I've studied the word fake in some detail." To illustrate, he used the word gun. Putting the adjective black in front of it doesn't negate that it's a gun. It just specifies a kind of gun. That black gun still achieves the same primary function of any other gun, that is, it can shoot something. But the word fake is entirely different, Lakoff said in an email to NPR. A fake does not have the primary function, but intended to deceive you into thinking that it does have that function and hence to serve the secondary function. A fake gun won't shoot, but if you are deceived into thinking it is real, it can intimidate you. News' primary function is to not be fake. It's to pass along factual information that serve the public good, and the people who create it intend it to be factual and to serve the public good. By Lakoff's logic, putting most modifiers in front of the word news, good, bad, unbiased, biased, liberal, conservative still implies that the news is still somehow news. It is in some way tied to that main purpose of being tethered to reality, with the intention of informing the public. Le sujet des informations transmises est donc à moduler en fonction de la manière dont l'information même est présentée. Le langage doit être pris en compte de manière constitutive des fake news, et le dire tout autant que le dit, doit être un centre d'attention prioritaire. Dans la suite de cet article, nous allons mettre en valeur deux aspects qui témoignent de l'importance du langage dans cette problématique, la contextualisation et la matérialité lexicale. De ce fait, nous proposons de définir les fake news comme des objets discursifs, c'est-à-dire de les appréhender au regard des discours qui les produisent, et en fonction des discours qui les reprennent, les commentent ou les réfutent, mettant au centre de l'analyse le discursif, mais aussi l'interdiscursif ou l'hyperdiscursif, en lien avec les supports numériques. 2. Les fake news comme des objets discursifs. Considérant l'extension du domaine des fake news au processus de mise en discours de la perception du réel par les sujets parlants, nous proposons de considérer les news, vraies comme fake, comme des objets discursifs propres à des institutions de sens. Sarfati 2008 définit une institution de sens comme un dispositif socio-discursif qui a pour finalité la production ainsi que la pérennisation de normes de pensée, d'expression et d'action auprès des acteurs sujets qui y participent. Ainsi, il explique également qu'il n'y a pas de discours idéologique, mais seulement des usages idéologiques de certains discours. Un discours ne devient idéologique ou ne reçoit le statut d'idéologique au terme d'un processus d'idéologisation. Sarfati 2011/157. Notre hypothèse serait donc que la caractérisation des fake news, compte tenu de leur diversité, doit avant tout être discursive et s'appuyer sur le repérage de marques linguistiques. 2.1. Contextualiser les discours et être exigeant sur le retour au corpus. Petite phrase, extraction de tweets ou de propos polémiques, de plus en plus d'événements discursifs naissent de la mise en exergue et des commentaires de propos hors contexte. Pour essayer de lutter contre les fake news, un moyen est de situer les discours produits dans leur contexte, afin de pouvoir juger de l'adéquation possible des termes au réel représenté.
Les mots utilisés ne doivent pas être des armes, pas plus que des prétextes. C'est le propos d'un billet de blog que nous avions rédigé pour le Huffington Post, à propos d'une série d'été de BFM TV sur les mots de Macron. 1. Article publié dans le Huffington Post. En effet, nous avions été sollicités pour travailler sur cette série et les mots en question, mais après le tournage des séquences, les prestations n'ont pas été diffusées au profit des analyses d'Alain Finkielkraut. 2. Prestations d'Alain Finkielkraut sur l'analyse du terme irénisme. Sur la chaîne YouTube de BFM TV, la vidéo est présentée ainsi. Emmanuel Macron s'est défendu d'être iréniste lors des dernières commémorations du 11 novembre. Un terme qui pourrait s'appliquer en politique à la recherche du consensus. Mais pour le philosophe Alain Finkielkraut, ce terme n'est pas tout à fait approprié pour caractériser le président. Il salue toutefois la maîtrise d'un mot assez rare qui ne figure même pas dans la dernière édition du Littré. Agathe Lambray analyse tous les matins le vocabulaire du chef de l'État dans sa chronique « Les mots de Macron ». Bien sûr, d'un point de vue informationnel, beaucoup de choses pourraient être analysées et critiquées. Le décryptage linguistique réalisé par une personnalité présentée comme philosophe, Alain Finkielkraut est agrégé de lettres modernes et titulaire d'une maîtrise de philosophie, selon sa fiche Wikipédia, peut poser problème, puisque son domaine d'expertise ne correspond pas au thème du sujet, ce qui témoigne d'un problème plus général à propos de l'analyse du discours qui semble parfois pouvoir être menée par des experts de toute discipline puisque le langage est partagé par tous. La description, qui reprend le commentaire de la vidéo, cite un seul mot entre guillemets, mais rapporte un dit dont nous n'avons pas la connaissance directe, même approximative via une courte citation. La série centrée sur le vocabulaire du chef de l'État, et une chronique intitulée « Les mots de Macron » indique que ce sont les mots et non les discours qui sont au centre de l'attention. Ainsi, à propos de l'irénisme, la recherche du consensus et le recours au « et en même temps » qui caractérisent souvent Macron, sont explicités et appliqués par A. Finkielkraut, qui ne prend pas la peine de situer l'usage de l'irénisme fait par le président dans l'extrait montré par BFM TV. Or l'extrait montré par BFM s'inscrit dans le discours suivant, nous soulignons. C'est pourquoi autour du 11 novembre 2018, je me rendrai dans les territoires qui furent meurtris par la guerre et qui aujourd'hui sont meurtris par la crise parce que le patriotisme, ce n'est pas s'opposer au reste du monde, c'est faire corps comme nation ouverte, c'est faire vivre le projet républicain dans le projet européen et d'y faire participer tous ceux qui s'en croient exclus, tous ceux qu'on a négligé d'y associer. C'est pourquoi aussi nous rappellerons au long de l'année qui vient de l'action de Georges Clemenceau, modèle d'engagement qui refit la cohésion nationale et rendit à la France son énergie au moment où elle vacillait. Je ne céderai pas pour autant à un irénisme naïf. L'armistice de 1918 n'a pas mis un terme à la Grande Guerre. La guerre s'est poursuivie encore sur d'autres fronts que les nôtres mais surtout elle s'est prolongée par d'autres voies, notamment dans les traités qui furent signés par la suite et qui jetèrent du sel sur des plaies vives. Je sais combien ces traités furent ressentis douloureusement par le peuple allemand. Je sais de quel prix l'Europe tout entière a payé un désir de réparation poussé à l'extrême. Dès le lendemain de la guerre, le monde a basculé de nouveau vers le pire parce que nous avons fait la paix sans nous réconcilier. De cela aussi, nous devons nous souvenir. Il est une dignité des peuples, et c'est bien en vain qu'on croit les soumettre quand en réalité on les humilie. Il s'agit du discours du président de la République, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration de l'historial franco-allemand de la guerre 14 à 18 du Hartmannswiller Kopf en présence de Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne. Le contexte est donc celui de la Première Guerre mondiale, et le propos du président est de dire que la paix à tout prix n'est pas toujours la solution, car elle peut parfois laisser des rancœurs qui sont ensuite le terreau d'autres conflits. Ce sens d'irénisme n'est pas le sens que l'on trouve directement dans le dictionnaire. Recherche du consensus, mais un sens motivé à l'étymologie grecque, avec paix plus isme, qui donne à irénisme le sens de idéologie de la paix. Il n'est pas dans le discours de Macron question de consensus, mais de paix imposée, et du recours à une idéologie qui met la paix au-dessus de toute action politique. On le voit, en s'attachant aux mots et non au discours, le philosophe comme la journaliste font une fausse interprétation du mot de Macron. Dans ce cas,
on est en droit de penser qu'il n'y a pas volonté de transmettre une fausse information. C'est juste une erreur, fondée sur l'incompétence des concernés à analyser du langage alors même qu'ils proposent une chronique sur les mots. De manière plus générale, mais aussi peut-être plus complexe, en contexte électoral, le sens transmis peut s'analyser par des marques très fines, comme dans le cas du thème de l'islam dans la campagne présidentielle 2017. C'est ce qui permet de comprendre les enjeux argumentatifs des discours, et de pouvoir donner aux citoyens une vision complète des différents aspects d'une campagne électorale. 2.2. Prendre en considération la portée signifiante des formes linguistiques. Avec le contexte politique tendu en France lors de la campagne présidentielle 2017, et les amalgames autour de islam-terrorisme, islam-immigration, etc., l'analyse de la manière dont les candidats à l'élection investissent ce thème est nécessaire. Dans le cadre du projet Croisillon IDE Accent Aiguo 2017, nous avons constitué un corpus des tweets produits par les comptes officiels des 11 candidats à l'élection présidentielle 2017, Longhi et al. 2017, et les avons analysés avec différents outils, comme ici avec Iramutech pour l'analyse de similitude, voir graphe page suivante. L'analyse de similitude, ADS, établit un calcul sur la base d'un indice de co-occurrence, combien de fois les éléments vont apparaître en même temps, pour donner un résultat visuel, où la taille des mots est proportionnelle à la fréquence et où la taille des arêtes est proportionnelle à la force. Ceci permet de rendre compte visuellement de la fréquence des mots, en lien avec les associations spécifiques. 3. Analyse des similitudes du sous-corpus, constitué des tweets contenant islam et ses dérivés. On voit que dans ce corpus, islam n'est pas le terme le plus fréquent, il n'est pas le plus grand en taille, mais que c'est plutôt islamiste, qui concentre ensuite le plus d'associations, avec notamment fondamentalisme, et islamique, en lien avec totalitarisme. À gauche de l'image, nous voyons aussi islamisme, qui apparaît avec communautarisme et immigration. On se trouve donc face à des processus de construction morphologique par suffixation, qui ne sont pas neutres du point de vue du sens et de la perception des référents qui sont construits par ces discours. A. L'islamisme. Ce terme est construit sur islam plus isme. Il serait question d'une idéologie en lien avec l'islam, cette idéologie étant thématisée en lien avec l'immigration et le communautarisme. Par exemple, message retweeté par Marine Le Pen. 4. Tweet de David Rachlin. B. L'islamiste. On retrouve l'association fondamentalisme islamiste, qui est l'élément de langage principal de Marine Le Pen à ce sujet. Le suffixiste conduit à la création d'un mot qui désigne celui qui adhère à une doctrine, une croyance, un système, un mode de vie, de pensée ou d'action, ou exprime l'appartenance à ceci, TLFI, et le statut d'adjectif crée un lien consubstantiel avec le nom sur lequel porte cet adjectif. L'islam est donc ici véhiculé comme idéologique et replié sur lui-même, avec fondamentalisme, qui serait l'idéologie du fondement. L'expression fondamentalisme islamiste serait donc une manière de désigner des idéologues de l'islam ancrés dans ses fondements. Les liens avec d'autres problématiques sont alors rendus possibles par cette construction, par exemple. 5. Tweet de Marine Le Pen. On voit que communautarisme intervient ici aussi, avec un rapport de causalité entre les deux notions. Cette construction d'une certaine représentation de l'islam est devenue dans le discours frontiste la grille de lecture principale du phénomène, et ceci ressort dans chacune des prises de parole de la candidate à ce sujet. 6. Passage de Marine Le Pen sur Europe 1. La combinaison morphologique d'un isme et d'un iste, le rôle grammatical de l'adjectif vis-à-vis du nom, et la dépendance ainsi créée, donnent à voir une certaine doxa sur l'islam, présentée comme une évidence, grâce au maniement de la matérialité linguistique. S'il ne s'agit pas ici d'une fausse information, il s'agit d'une manière de présenter le réel qui oriente immédiatement l'interprétation, et contraint l'auditeur-lecteur à une certaine vision du monde. C'est islamique. C'est essentiellement François Fillon qui utilise cette forme, en lien avec totalitarisme, comme dans cet exemple. 7. Tweet de François Fillon. Pour ce dernier emploi, on trouve à proximité dans l'image de l'analyse de similitude Fillon 20L7, ce qui renvoie au hashtag Croisillon Fillon 20L7 et montre un élément important de la campagne de François Fillon.
Ceci n'est pas sans poser de problèmes d'information, comme le révèle par exemple l'Obs à la suite de la publication de l'ouvrage du candidat. 8. Couverture de l'ouvrage de François Fillon et titre d'un article de l'Obs. Si on retrouve ici un terme en isme, totalitarisme, islam a ici le suffixe IQ issu du latin ICUS signifiant relatif à, qui est propre à, TLFI. Cet adjectif correspond à un substantif suffixé en isme sans en dériver, et selon le TLFI l'adjectif est postérieur au substantif dans le cas de islami. Le candidat F. Fillon présuppose donc une dimension totalitaire à l'islam, puisque l'adjectif islamique, relatif à l'islam, porte sur le non-totalitarisme. Il y a en effet une grande différence entre les adjectifs islamiques, relatifs à l'islam, et islamistes, lien avec l'appartenance à une doctrine, système de pensée, car c'est ainsi tout l'islam qui est critiqué et lié au totalitarisme, et non pas seulement une certaine appréhension de l'islam considérée comme idéologique ou extrême. C'est d'ailleurs une conclusion proche que délivre Abdenour Bidar dans l'article de l'Obs. Le mot islamique désigne simplement en effet ce qui relève de la civilisation de l'islam. Philosophie islamique, art islamique, religion islamique, etc. Tandis qu'islamiste désigne proprement ce qui dans cette civilisation relève d'un radicalisme religieux. Le totalitarisme islamiste ne peut donc pas être qualifié en même temps d'islamique, ou bien c'est la civilisation même de l'islam qui est associée à ce totalitarisme. Notons que cette désinformation sur le caractère totalitaire de l'islam est propre au candidat, et non à son camp politique au moment de l'élection, puisque ce terme est surutilisé par le candidat Fillon à la primaire et sous-utilisé par ses concurrents. 9. Calcul de spécificité du terme totalitarisme lors du débat A7 de la primaire de droite. De telles analyses permettent de penser l'analyse de l'information au regard, non pas de la stricte véracité des faits, qui est certes une dimension des fake news mais pas la seule, mais au regard du corpus des énonciateurs et de leur spécificité. 2.3. Cartographier l'information. À titre d'exemple, pour les deux candidats que nous venons de voir, Marine Le Pen et François Fillon, l'analyse thématique méthode Alceste appliquée au corpus montre que l'islam s'intègre à une thématique caractérisée par les mots immigration, intégrisme, allocation, étranger, etc. chez François Fillon, en bleu. 10. Thème dans le corpus de François Fillon. Ou policier, terrorisme, attentat chez Marine Le Pen, en bleu également. 11. Thème dans le corpus de Marine Le Pen. On se trouve donc face à des mises en discours extrêmement orientées et connotées, du thème de l'islam qui se lexicalise de manière spécifique dans des configurations précises. S'il n'est pas possible de distinguer le vrai du fake, la dimension discursive de l'analyse et l'extension de la problématique aux aspects linguistiques mettent en avant la nécessaire prise en compte de la matérialité des discours et de la portée des formes dans l'analyse des informations transmises. La cartographie proposée par exemple avec l'analyse thématique permet de voir dans quelle configuration les mots sont utilisés, et ainsi percevoir leur orientation discursive, en les rattachant aux discours dans lesquels ils s'intègrent. Conclusion. Au terme de cette étude des fake news selon un prisme discursif, nous retenons deux dimensions principales à valoriser pour l'étude plus générale de ce phénomène. Il ne faut pas considérer uniquement les fake news au regard de la véracité des informations, mais également considérer la distorsion du réel, le point de vue sur les référents que les informations véhiculent. Il faut analyser ces processus sémantiques de manière fine, en tenant compte de toutes les ressources linguistiques qui contribuent à stabiliser le sens. Ainsi, la morphologie, la syntaxe, la textualité, etc., doivent être mobilisées de manière globale pour considérer les processus de construction du sens. Il devient alors possible de caractériser, voire de cartographier, l'information, en se basant sur la matérialité linguistique et discursive des informations partagées. L'analyse du discours a donc un rôle primordial à jouer dans la prise en compte de ce phénomène, et plus largement dans une prise en compte des enjeux de la rhétorique dans nos sociétés démocratiques. On suit ainsi les propositions de Soulez 2004, qui indiquent que le principe fondamental de la rhétorique aristotélicienne est de façon bien plus décisive, l'analyse du discours en fonction de l'opinion, en doxa, par opposition à la science ou à l'être.
En logeant l'opinion au cœur de la production du discours, il explicite que l'orateur doit s'attacher à produire un discours pour répondre par anticipation à la pluralité des réceptions. Il y a donc un enjeu fondamental à sensibiliser les citoyens à l'analyse du discours, ainsi qu'à la production de discours critiques, et à inviter les spécialistes de l'analyse du discours à investir les espaces d'information et de débat. On s'inscrit alors dans les propositions de C. Olivier Yaniv 2012, qui, du point de vue des sciences de la communication, conclut une étude qui met en perspective 30 années d'études sur discours politique, propagande, communication et manipulation, en montrant que la tension entre propagande, communication et manipulation apparaît révélatrice du hiatus entre le présupposé d'un idéal démocratique et ses conditions de réalisation, mais encore d'une confusion entre la démocratie comme modèle, d'une part, et comme forme politique complexe d'autre part. S'il s'agit donc de revenir sur la mobilité des frontières existant entre ces catégories, notre article a contribué à montrer qu'une analyse discursive, outillée, et appuyée sur une méthodologie rigoureuse, peut contribuer à appréhender la complexité de tels phénomènes. REFERENCES bibliographique. Garrick, Nathalie et Longhi, Julien 2016, L'amalgame en discours, négociation métalangagière sur le sens et ses enjeux, représentation du sens linguistique, Bruxelles, Berne, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang. Kurzleben, Daniel 2017. With fake news, Trump moves from alternative fact to alternative language, National Public Radio NPR. Disponible en ligne sur https://www.npr.org/with-17/06-2017/with-fake-news-from-moves-from-alternative-fact-news-from-language. Lakoff, Georges et Durand Gilles 2018, Trump has turned words into weapons. And is winning the linguistic war, The Guardian. Disponible en ligne sur https://www.theguardian.com/commentisfree 2018 June 13 out-report-Trump-média-manipulation-language. Longhi, Julien et al. 2017, présidentielle 2017, corpus des tweets de la croisillon PRE-accent-aigu-sidentielle 2017. Disponible en ligne sur https://www.ortolan.fr/market-corpora-corpus-présidentielle 2017-V1. Longhi, Julien 2018, assez des mots prétextes. Huffington Post. Disponible en ligne sur https://www.huffington-post.fr/les-mots-prétextes-en-let-analyse-politique-analyse-politique-bas A-2351609 Magri-Mourgue, Véronique et Rabatel-Alain 2015. Quand la répétition se fait figure, semaine numéro 38. Disponible en ligne sur http://journals.openedition.org/semaine/1025. Matar Soad et Chauvin-Villénaud, André 2006. TS l'amalgame, discours représenté et responsabilité énonciative, semaine numéro 22. Disponible en ligne sur http://semaine.revue.org/de804. Olivier Yaniv, Caroline 2012. Discours politique, propagande, communication, manipulation. Les langages du politique, 94-2010, mise en ligne le 6 novembre 2012. Disponible sur http://journals.openedition.org/mo/19857. 10.4000 mots. 19857. Rocher Michel 2007. Logique lexicale et morphologie, la dérivation en isme in Montermini, Fabio, Boyer, Gilles et Ataout, Nabil, Selected Proceedings of the 5th Decembrette, Morphology, Toulouse, 45 à 58. Sommerville, Ma, Cascadia Proceedings Project. Sarfati, Georges Elia, 2008. Pragmatique linguistique et normativité, remarques sur les modalités discursives du sens commun, langage numéro 170, 92 à 108.
Sarfati Georges Elia, 2011, Analyse du discours et sens commun, institution de sens, communauté de sens, doxa et idéologie, in Guillaume Esperluet Pense Pédir, Matériaux philosophiques pour l'analyse du discours, Besançon, Presse universitaire de Franche-Comté, 139 à 174. Soulez, Guillaume 2004. Discours, intox et contre-discours en controverse scientifique, l'affaire des Portier Papers. François Alard-Huvert. Université de Lorraine, Crème. Résumé. Dans ce travail, nous abordons la question des fake news dans le cadre de controverses environnementales, sanitaires et alimentaires, en particulier autour de la longue controverse sur la toxicité du Roundup, l'herbicide phare de Monsanto, et de sa molécule active, le glyphosate. Nous interrogeons de prime abord les enjeux de ME information et désinformation en contexte scientifique, en particulier le tournant agonistique qu'on peut observer depuis quelques années dans les polémiques et les affaires, et plus récemment, l'utilisation de fausses nouvelles dans des controverses scientifiques. Nous nous intéressons ensuite aux Portier Papers, véritable entreprise de mise en cause d'un chercheur opposé au glyphosate, Christopher Portier. Pour ce faire, nous analysons la circulation des infox dans certains médias et dans la sphère des pro-glyphosate, tout comme la construction et la diffusion de discours et contre-discours fallacieux au service d'une stratégie de communication sensible visant à détourner l'attention médiatique de Monsanto. Mots-clés, controverse, contre-discours, Monsanto, glyphosate, communication sensible. Abstract. Ellen Diswork, we address the issue of fake news in the context of environmental health and food controversy, particularly around the long controversy over the toxicity of Monsanto's flagship herbicide Roundup and its active molecule, glyphosate. At first glance we question misinformation and disinformation in scientific context, in particular the agonistic terms that one can observe in recent media polemics and affairs, and more recently, the use of false news in scientific controversy. Thus, we analyze the Portier Papers, a complex undertaking implicating a researcher opposed to glyphosate, Christopher Portier. To do this, we analyze the circulation of fake news in certain media and in the pro-glyphosate sphere, as well as the construction and diffusion of spurious discourse and counter-speeches in the service of a communication on sensitive issue strategy aimed at diverting media coverage from Monsanto. Keywords, controversy, counter-speeches, Monsanto, glyphosate, communication on sensitive issue. Introduction. Pour Alexandre Coiré, le mensonge politique est né avec la cité elle-même, 1943/1, et avec lui, un questionnement initial sur les raisons de son usage, la nature des procédés employés et plus encore le rôle des médias dans la diffusion et la circulation des mensonges. Arme du faible qui trompe son adversaire plus puissant, le mensonge s'avère un élément majeur des sociétés modernes, favorisé dans sa diffusion et sa profusion par la multiplication des supports qu'ils soient de l'ordre de l'écrit, texte, écran, journaux, etc., ou de l'ordre de l'oralité, paroles, radio, télévision, etc., à tel point qu'il en devient presque mythique. Le mythe est souvent préférable à la science, et la rhétorique qui s'adresse aux passions à la démonstration qui s'adresse à l'intelligence. Coiré 1943/2. De même pour l'historien Marc Bloch qui s'intéresse, lui, aux faux récits qui ont soulevé les foules, 1921/14, c'est le contexte agonistique de la guerre mais également d'un affrontement idéologique tout comme d'une situation complexe pour les médias, entre censure, nécessité d'informer et horizon d'attente des lecteurs qui favorisent les fausses nouvelles. Dès lors, dans un climat de défiance face à la science et aux scientifiques, favorisant la information tout comme la désinformation d'une partie de l'opinion au travers des réseaux sociaux numériques, nous nous intéressons spécifiquement aux stratégies suivies par les acteurs impliqués dans la production de discours et contre-discours et dans la dénonciation des fausses nouvelles. En effet, face à la multiplication des fake news, faits alternatifs ou autres infox, nombre de questions se posent quant à la multiplication des controverses scientifiques mais surtout quant à l'intensification du caractère agonistique des polémiques médiatiques qui les entourent, Amosi et Burger, 2011. Ainsi, ces réflexions résonnent tout particulièrement lorsqu'on distingue dans ce cadre, ce qui relève de la information, pardage malencontreux d'informations incorrectes,
ou de la désinformation, création et partage délibéré d'informations fausses, Wardle 2017, dans les médias et l'opinion. Si le phénomène n'est pas nouveau, il a pris une dimension nouvelle dans le cadre de travaux sur les controverses environnementales, sanitaires et alimentaires. En effet, pour nombre d'acteurs polarisés, le mieux 2007, fake news devient une véritable formule, Krieg-Planck 2009, qui sert à qualifier les discours des autres pour mieux les disqualifier, Van Dyck 2006, pour mobiliser ou pour justifier la production de contre-discours. Ces contre-discours prennent bien souvent une dimension alléturgique, porteur de la vérité, scientifique ou celle qu'on cache au public, et s'opposent à ceux d'autres acteurs qu'on accuse alors de propager des contre-vérités, des faits alternatifs ou de l'infox. Dans cette étude, notre terrain est celui d'une controverse scientifique longue et complexe, celle du glyphosate et de sa toxicité, emmaillée de multiples polémiques tout comme d'affaires qui se cristallisent autour de personnalités scientifiques impliquées dans la controverse. Non contente de mobiliser un nombre important d'acteurs scientifiques, de la société civile et des médias, cette controverse génère également de nombreux discours qui circulent notamment au travers des réseaux sociaux numériques, de la presse traditionnelle et au travers de médias, sites et blogs d'information alternatifs. Dans une première partie, nous cherchons à comprendre la nature complexe des fausses nouvelles et leur rapport complexe à la vérité scientifique, tout particulièrement dans le contexte de controverses scientifiques, polémiques médiatiques ou d'affaires fortement médiatisées et polarisées. Notre travail se situe à la croisée de plusieurs traditions de recherche en sémiologie, Greimas et Curtes, 1994, en sciences de l'information et de la communication, et s'appuie sur une approche technosémiotique, Souchier et Jeanneret 2009, Jeanneret et al. 2013, ainsi que sur des travaux précédents sur les fake news à la rue Vert 2017, les controverses à la rue Vert 2015 et la communication sur des sujets sensibles, Libart et à la rue Vert 2014. Dans une deuxième partie, nous observons entre 2015 et 2018 les débats autour de la cancérogénicité du glyphosate, depuis la révélation des Monsanto Papers jusqu'à la polémique autour du chercheur américain Christopher Portier dont l'expertise et les prises de parole ont été qualifiées de fake news par des acteurs en faveur de l'utilisation du glyphosate et certains membres de la communauté scientifique. Dans ces sphères du discours agonistique s'engage alors une véritable guerre du faux, Echo 2003, où s'affrontent une multitude d'acteurs qui convoquent tous une forme de parler vrai, au sens de la parésia, Foucault 2008, et plus spécifiquement un parler vrai scientifique ou expert pour justifier leur connaissance du discours vrai, leur nécessité de dénoncer les discours autres. 1. MESTNFORMATTON et DESTNFORMATTON en contexte SCTENTTFTQE. Dans la structure des révolutions scientifiques, Stephen Kuhn démontre que le fonctionnement de la science n'est pas un processus unifié et linéaire. Il oscille entre des phases de science normale et de science en crise, Kuhn 2008. Ainsi la science normale est l'état dans lequel la recherche est solidement fondée sur un ou plusieurs accomplissements scientifiques passés, accomplissements que tel groupe scientifique considère comme suffisants pour fournir le point de départ d'autres travaux. Opsit 29. A contrario, la science en crise est l'état qui résulte de la mise en discussion de paradigmes, leur crise et des échecs caractérisés de l'activité normale de résolution des problèmes, ibidem. 111. Plus que théoriques, ces affrontements peuvent avoir des conséquences bien réelles sur des carrières, des écoles et se concluent parfois devant les tribunaux. Cette réflexion sur la science en crise prend toute son importance lorsqu'on considère la multiplication des controverses récentes et d'autant plus le tournant polémique et agonistique qu'elle semble suivre, tout comme la prolifération des fake news autour de la science au travers des réseaux sociaux numériques et parfois des médias traditionnels. 1.1. Controverses, polémiques et affaires, le tournant agonistique. Comme nous avons pu le montrer par ailleurs, à la rue Vert, 2015, le passage de la controverse à la polémique relève de processus complexes mais traduit essentiellement un changement de registre de discours qui n'est pas sans rappeler le questionnement actuel d'un passage à l'ère de la post-vérité, Kretschmer 2016 et de la circulation des discours scientifiques ici dans la sphère publique. Ainsi, la publicisation des résultats d'une étude controversée sur les pesticides en dehors du cercle scientifique ou bien la participation d'un scientifique en tant qu'expert à un procès, c'est-à-dire son expression en dehors de la sphère du discours scientifique,
sont des événements propres à susciter la polémique, voire à devenir de véritables affaires. Ainsi, toute polémique commence et se construit en référence à un événement fondateur qui va servir de point d'ancrage et de nœud à l'ensemble des critiques. Comme le précisent Ruth Amosi et Marcel Burger, la polémique naît de l'ouverture du débat de la controverse à la sphère publique. D'une part, elle semble indissociable d'une inscription dans un espace public en ce qu'elle est tributaire d'une dynamique et d'un jugement collectif à large échelle, contrairement à la dispute ou à la querelle privée. D'autre part, la polémique semble représenter un cas limite de communication conflictuelle en ce que domine un désaccord fondamental, radical et qui semble durable, 2011/7. Le passage à la polémique médiatique caractérise un glissement dans les pratiques, les lieux, les discours et la polarisation des acteurs. Si plusieurs termes comme affaire, querelle ou polémique peuvent représenter l'idée d'une communication verbale conflictuelle dans les espaces publics contemporains, ibidem, c'est toujours parce qu'une controverse dépasse la simple sphère du public scientifique qui s'y attache d'ordinaire. La polémique naît et échappe au contrôle des instances de régulation du discours scientifique et renvoie à des situations où un différend entre deux parties est mis en scène devant un public tiers, dès lors placé en position de juge. Le mieux, 2007/195. L'affaire, quant à elle, résulte bien souvent d'une cristallisation de l'attention médiatique autour d'une personne physique, morale ou d'un objet qui vont attirer l'ensemble des regards et polariser l'opinion. Affaire du Mediator, affaire Weinstein, affaire Seralini, etc. Mais elle se construit également sur la promesse d'une vérité cachée, dont la véracité reste généralement à établir, et portée par des artefacts documentaires, les fameux leaks ou papers, qui changeraient le destin de la controverse tout entière. L'affaire, ou la polémique, caractérise donc bien une situation où des scientifiques s'affrontent dans la sphère publique et le plus souvent par le biais de médias interposés. Cependant, si controverse et polémique ne renvoient pas à des processus similaires et s'inscrivent dans des traditions épistémologiques différentes, elles ne peuvent pas être considérées comme des processus dissociés et n'ayant pas d'influence l'une sur l'autre. Si la première est au point de départ de la seconde peut au final infléchir le déroulé de la première. Voire on peut supposer sans difficulté que susciter la polémique est devenue une stratégie de communication sensible et efficace pour influencer le cours d'une controverse. Les échanges d'emails au sein de Monsanto, révélés par les Monsanto Papers, témoignent clairement de cette tentative d'influence dans l'affaire Seralini. Au vu des fortes critiques et du nombre important de lettres envoyées à l'éditeur, mettant en avant des allégations de faiblesse scientifique et téléguidées par Monsanto, l'article a finalement été retiré par l'éditeur. Controverses et polémiques ne sont donc pas imperméables, et toutes deux évoluent dans cet espace interstitiel entre des sphères discursives différentes propres à la polynomie des institutions et des normes qui se rencontrent et s'affrontent. Jeanne Ray, 1998. Ces sphères sont marquées du sceau, du soupçon et de la dénonciation d'une manipulation des énoncés scientifiques par une coalition d'intérêts sociaux. Godard 2012/117, et transforme la forme traditionnelle de la controverse scientifique par sa médiatisation et par son inscription très nette dans le registre de l'affrontement, de la guerre et plus exactement de la guerre du faux, c'est-à-dire le discours qui masque d'autres discours. De discours qui croit dire A pour suggérer B ou de discours qui croit dire A mais qui en fait devrait être interprété comme B, ou encore de discours qui croient dire quelque chose et qui masquent leur propre inconsistance, leur propre contradiction ou leur propre impossibilité. Écho 2003/13. Au-delà de ce tournant agonistique, c'est toute une réflexion sur le rapport entre vérité, connaissance et savoir scientifique qui se pose, et en filigrane, une réflexion sur les rapports entre vérité et mensonge au sein de la sphère publique. 1.2. Science et controverse à l'heure du fake. Dans un contexte de mise en doute de la parole des scientifiques, la plus grande médiatisation des controverses scientifiques et leur fréquente transformation en polémique les rendent de fait plus exposés aux fake news, faits alternatifs et autres discours qui s'appuient sur une opinion pour remettre en cause la validité des faits scientifiques. Ainsi, s'inscrivant dans la tradition de la rhétorique antique et médiévale, Coiré distingue plusieurs caractéristiques propres aux mensonges et aux faux qui circulent dans la sphère publique. D'un côté ce qui relève de la suggestio facie, la suggestion fallacieuse, et de l'autre ce qui relève de la suppressio veri, la suppression de la vérité.
Cette distinction s'appuie également sur le contexte de diffusion et les circonstances de production qui justifient et accompagnent l'usage de ces éléments fallacieux, ce qui nous intéresse ici au premier point dans un travail sur la circulation médiatique de faux. Si Coiré prend l'exemple de la guerre pour justifier l'usage exceptionnel et toléré des fausses informations, c'est la radicalisation des antagonismes qui justifie psychologiquement l'usage du faux et en particulier du mensonge dans les situations normales. Allons plus loin. Consommons la rupture entre nous et les autres. Transformons l'hostilité de fait en une inimitié en quelque sorte essentielle, fondée dans la nature même des choses. Il paraît évident que dans et pour un tel groupe le mensonge aux autres bien entendu, ne serait ni un acte simplement toléré, ni même une simple régie de conduite sociale. Il deviendrait obligatoire, il se transformerait en vertu. Coiré 1943/3. Nous rencontrons dans notre terrain des controverses scientifiques, certains des facteurs proposés pour expliciter les raisons de l'usage du mensonge. 1. Le degré d'opposition et d'éloignement idéologique voire axiologique des acteurs. 2. La différence des forces en présence, le mensonge, le fake ou la fausse nouvelle étant l'arme de ceux qui se pensent en situation de faiblesse ou en danger. 3. Le degré des échanges et la fréquence des contacts et escarmouches entre les opposants, notamment face aux échanges sur les réseaux sociaux numériques, car ce mode de communication agonistique présuppose le contact, il implique et exige le commerce. Coiré 1943/4. La question de la vérité scientifique, qui serait défendue par les uns et menacée par les autres, devient alors toute relative et l'usage du fake n'en semble que plus légitime. Plus encore, nombre de travaux menés sur les fake news et leurs différentes formes mettent en avant un affaiblissement de l'esprit critique dans l'opinion publique. Bronner, 2013. Ainsi, l'environnement médiatique changeant que nous vivons, tout comme la médiatisation inhérente aux polémiques et affaires sans oublier les jeux de pouvoir entre acteurs, expose les faits scientifiques à une certaine fragilité lorsqu'ils circulent dans la sphère publique. La philosophe Hannah Arendt distingue, elle, deux formes de mensonges qui ne sont pas sans rappeler les fake news et les faits alternatifs. D'une part, les mensonges traditionnels liés aux secrets et aux données qui n'avaient jamais été rendus publics. D'autre part, les mensonges modernes qui traitent efficacement de choses qui ne sont aucunement des secrets. Arendt, 1961/321. Dans les affaires, le scandale vient bien souvent de mensonges traditionnels et de la révélation d'une donnée cachée, mais nombre d'opposants n'hésitent pas non plus à s'appuyer sur des interprétations différentes des faits qui deviennent alors des faits alternatifs, c'est-à-dire des mensonges modernes qui existent au vu et au su de tous. Ici, au cœur d'une polémique forte et active, notre travail nous a amené à observer comment un fait connu a pu être utilisé par certains comme un mensonge, dans un travail de désinformation qui confine au fallacieux, jusqu'à créer artificiellement une affaire et ce dans l'objectif de nuire à un débat scientifique complexe, l'affaire des Portier Papers. 2. L'affaire des Portier Papers. Dans la longue controverse sur la toxicité du Roundup, l'herbicide phare de Monsanto, et de sa molécule active, le glyphosate, de nombreux experts scientifiques se sont succédés pour tour à tour défendre ou incriminer le pesticide. Christopher Portier, chercheur à l'Environmental Defense Fund, est l'un des experts amenés à témoigner lors des procès opposant la firme Monsanto à des agriculteurs tombés malades suite à l'utilisation du Roundup. Le chercheur n'a pas hésité à défendre activement la thèse de la dangerosité du produit, s'attirant par là les inimitiés de nombreux défenseurs du pesticide. 2.1. Les Monsanto Papers aux Portier Papers. La médiatisation de la controverse autour du Roundup et du glyphosate a été l'objet de travaux et d'analyses précédentes, à la rue Vert, 2015, à la rue Vert, 2017, qui ont pu montrer la prégnance des affaires dans ce qui est devenu une intense polémique médiatique où il importe peu d'avoir raison. Carbrato-Recchioni, 1980/32. La publication en mars 2015 du rapport du Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, va relancer le débat sur la dangerosité du produit qui s'inscrit dans une lutte d'opinion et un affrontement entre scientifiques alors que la firme Monsanto doit faire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.